Voici des images anciennes d'une tradition française. La manifestation du 1er mai. Les bonhommes débonnaires, avec des chapeaux ronds, c'étaient les policiers. « 50 ans plus tard, la même manifestation. Les policiers semblent chargés n'importe comment. Et ils sont déguisés en cow-boys de l'espace. Moi, ancien sous-préfet, j'ai une colère. J'ai une grande colère de ce que j'ai vu. En démocratie, on ne gouverne pas avec la peur. Qu'est-ce qui s'est passé en un demi-siècle? Well, that's worse than Afghanistan, I hate to say it. That's worse than any war zone that we're in. D'où ça sortait ce nouveau contrôle des foules? Il y a vraiment une atmosphère de peur et d'intimidation. Tout le long de la manifestation, la police marche très très près de nous. Pouvoir crier dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord définit la démocratie. Est-ce que ce droit est en danger? Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Retenez cela. Allez, vous dégagez là, s'il vous plaît. Allez, dégagez, s'il vous plaît. À partir de novembre 2018, des milliers de Français envahissent Paris chaque samedi pendant une année. Les Gilets jaunes se sont levés contre un impôt sur le carburant. Mais au fil des semaines, leur colère devient multiple. Elle déborde. En leur sein se trouvait un transfuge. Je m'appelle Laurent Bigot, j'ai été 5 ans sous-préfet, notamment 3 fois directeur de cabinet de préfet. Donc c'est la fonction par laquelle on supervise les services de police et de gendarmerie et les dispositifs de maintien de l'ordre. Je quitte la fonction publique en 2013, j'ai un désaccord avec Laurent Fabius. Et je me mets, et comme j'ai pas envie de faire de placard, je me mets en dispo et je décide de bosser à mon compte. Et en 2018, j'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes. Ça fait 2 ans et demi que c'est comme ça. J'ai été complètement happé par le mouvement. Et après, ça a été les manifs à Bordeaux, le samedi, puis à Paris, on en a fait beaucoup à Toulouse. Enfin, c'était et des rencontres extraordinaires. Débarrassons-nous du capitalisme pressant et notre appel. Débarrassons. Je vous demande gentiment, sereinement, de reculer un tout petit peu. Ça suffit pas? Non, encore un petit peu. Merci de votre compréhension. Venez avec nous, c'est ça qu'on essaye de vous dire. Non, allez, rejoignez-nous. On se bat pour vous et vos enfants. Du côté du pouvoir politique, l'homme avec la lourde charge de contenir les protestations, c'était lui. Michel Delpuech, préfet de police dans la capitale, à Paris, en particulier pendant les épisodes les plus violents, les plus difficiles de la crise des Gilets jaunes. Paris était une cible. Paris était une cible parce que c'est le lieu du pouvoir. Et quand je dis le lieu du pouvoir, c'était le cœur du pouvoir qui était visé, l'Élysée. Et mon devoir premier a été de le protéger, de le sanctuariser. Macron est foutu, le passé dans la rue.
Je vois vraiment ça en tant qu'ancien responsable du maintien de l'ordre. Je dis, personne n'a vu venir le truc. Je dis, franchement, si les gars décident d'aller à l'Élysée, ils y vont. Et je pensais, mais je dis, le dispositif de maintien de l'ordre est complet. Ils n'ont rien vu venir. Et la colère est venue parce que ce qu'on leur a opposé comme retour, c'est circuler ou nous faites suer, quoi. Et dégager les gueux. Allez, défoncez-moi les gens qui sont sur la place du rond-point, là. Allez-y, on y va. Vous descendez et vous les mettez minables là, sur l'affaire de votre parc, sur l'arrière de votre parc. Là. Le 1er décembre 2018, les Gilets jaunes montent pour la 3e fois à Paris. La population est toujours aussi hétéroclite, mais cette fois la violence éclate. Le 1er décembre, c'était une vision apocalyptique. Ce n'était pas une manifestation à laquelle on avait assisté. C'était à des scènes insurrectionnelles. Autour de l'Arc de Triomphe, oui, on a tenté de tuer des policiers. Bouclier devant! Bouclier devant! Bouclier devant, les gars! Bouclier! 14 manifestants seront arrêtés autour de l'Arc de Triomphe. L'un d'entre eux est proche de l'ultra-droite. Dans les cercles dirigeants de la police, les Gilets jaunes vont entraîner une remise en cause complète des vieux schémas. Ce ne sont pas des manifestants, ça s'appelle des émeutiers. Le maintien de l'ordre à la française, c'est simple, c'est pas de contact. Et pourquoi pas de contact? Parce qu'on veut pas de morts, pas de blessés graves. C'est une doctrine, et c'est une bonne doctrine. Seulement c'est une doctrine qui n'est employable qu'en cas de maintien de l'ordre. Quand vous avez affaire à des délinquants, il faut passer la vitesse supérieure, il faut que le gouvernement donne des ordres aux policiers et aux gendarmes. J'ai parcouru l'avenue Kléber le 1er décembre à minuit, incognito avec un de mes collaborateurs pour me rendre compte personnellement des visus. C'était une vision apocalyptique. Incroyable, incroyable. Inversement, le 8 décembre a été une démonstration de force comme rarement il y en avait eu à Paris. Le 8 décembre, toute la planète a les yeux rivés sur Paris. Nous disposions de moyens tout à fait considérables et c'est le 8 décembre qu'on a vu intervenir dans les rues de Paris pour la première fois les véhicules blindés de la gendarmerie. En ordre public, ça s'était jamais vu. Sur le terrain, les blindés semblent désespérément chercher un ennemi à leur mesure. Les blindés, c'était un geste politique, je suppose. Oui, il y avait bien sûr un message pour montrer qu'on changeait de dimension. Je suis convaincu qu'il fallait donner cette démonstration de force pour bien montrer les limites. Et puis notre pays l'attendait. Moi, j'y tenais, le ministre y tenait aussi, et à juste titre. Donc il y a eu à ce moment-là un basculement qui s'est produit et puis qui a été renouvelé ensuite. Dans la rue, il y a des dizaines de policiers des brigades anticriminalité en civil. Les troupes de choc des banlieues. Ils sont équipés de fusils à balles en caoutchouc, les LBD, lanceurs de balles de défense.
Au gouvernement, ça commençait à ce moment-là à claquer un peu des jambes, quoi. On a peur d'assister peut-être à une révolution comme on a pu voir dans d'autres pays à ce moment-là. La décision qui est prise, c'est quoi? C'est il faut rétablir l'ordre dans l'urgence. Et à ce moment-là, on nous dit allez-y, rentrez leur dedans. Quand on vous dit rentrez leur dedans, forcément, on redemande si on a bien entendu. On nous dit oui, oui, oui. On fait le job. Je m'appelle Alexandre Frey, j'ai été victime d'un tir de LBD 40 sur les Champs-Élysées pendant la manif des Gilets jaunes du 8 décembre 2018. Pour ma part, c'était la première manif. Au fur et à mesure qu'on voyait les cordons de force de l'ordre, ils étaient là en train de dire « ouais, faites pas trop les malins ». Aujourd'hui, on a tous les droits, tous les droits. Allez, Charles. On a senti que c'était une manif qui était super dangereuse, quoi. C'était la guerre. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un guet-apens, quoi. C'était une souris de cire. C'était impossible de s'en sortir. On entend des balles ricocher. Ça va. J'ai un ami qui s'est touché dans la jambe. Et là, j'ai un peu un cri de révolte. Je leur dis, vous n'avez pas marre de nous tirer dessus. J'avance un peu seul face à la foule. Puis là, j'entends un vent arriver et boum. Je me fais viser dans l'œil. Donc je perds mon œil. Tiens-le. Tiens ton œil, gros. Gros, ça va aller, gros. J'aurais pas pensé ce matin arriver sur les Champs-Élysées et puis prendre une balle, quoi. Viens. Au soir du 8 décembre 2018, 12 manifestants ont été blessés à la tête par un tir de balle en caoutchouc. 4 d'entre eux vont perdre un œil. Quand vous avez perdu un œil, vous faites comment, quoi? La main arrachée, vous faites comment? Ça se répare jamais. Et moi, ancien sous-préfet, j'ai une colère, j'ai une grande colère de ce que j'ai vu. En démocratie, on ne gouverne pas avec la peur. Moi, je vais vous dire la chose suivante. On n'a pas eu de mort, ni d'un côté ni de l'autre. Le risque était là. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Retenez cela. Pour la première fois, Paris aura vu des blindés de sortie contre de simples manifestants. Est-ce que ça sera la dernière ? L'heure de la manifestation est passée. Désormais, on est engagé sur de nouvelles formes de protestation de rue, qui sont des formes qui empruntent comme expression centrale la violence collective. Et aujourd'hui, il faut intervenir vite, fort, de manière extrêmement ciblée, extrêmement locale, sur les excités, les meneurs. Ça, c'est la doctrine. Et dans le fond, on emploie à cette fin-là des armements qui auraient été complètement baroques et même inimaginables en maintien de l'ordre dans les années 70-80. Le baroque et l'inimaginable ont de beaux jours devant eux. Après la crise des Gilets jaunes en 2020, le gouvernement français achète 90 blindés. Voici le maintien de l'ordre du futur. Un véhicule polyvalent. Contre les terroristes, on est sur de la mitrailleuse calibre lourd. Pour contrôler les manifestants, nous avons des diffuseurs de lacrymogènes sur les flancs.
ainsi qu'un lance-grenade multiple sur le toit, sans oublier sa caméra 360 et ses micros. Pour ceux qui ont peur des tanks, rappelons qu'il sera toujours possible de protester, en toute sécurité, depuis chez soi, devant son écran. Quand est-ce que les manifs ont commencé à ressembler à des opérations militaires? Pour trouver la manif zéro, il faut remonter au tournant du millénaire, aux États-Unis. Novembre 1999, Seattle accueille un sommet international de l'Organisation mondiale du commerce. Pour la première fois, face à des enfants blancs de la classe moyenne, la police américaine sort les blindés. Je m'appelle Carole Sobel. J'enseigne le droit des manifestants à l'université. La semaine dernière, je disais à mes étudiants que l'on peut dater le début des manifestations modernes au sommet de l'OMC à Seattle. Une manifestation de masse où le gouvernement intervient avec des tanks et des armes, on n'avait jamais vu ça avant. L'homme qui a donné le signal de l'attaque, c'est lui. Le chef de la police de l'époque. Je suis Norm Stamper, officier de police pendant 34 années, dont les 6 dernières ici, à Seattle. C'était un jour humide et pluvieux, et les manifestants ne voulaient pas bouger. On les a bien prévenus. Si vous ne quittez pas ce carrefour, nous allons utiliser les gaz pour vous dégager. Si vous n'avez pas assez de personnel et que vous devez absolument déplacer un grand nombre de vos concitoyens, alors le gaz lacrymogène est votre solution. Il y a 20 ans, ce jour-là, Jason et Roger étaient venus manifester à ce carrefour contre la nouvelle économie qu'annonçait l'Organisation mondiale du commerce. Les usines qu'on ferme aux États-Unis pour les envoyer dans le tiers-monde, le triomphe des multinationales. À la base, ils avaient l'intention de rester pacifiques. J'étais dans la manif syndicale. On était très nombreux. La police avait commencé à tirer sur les gens avec des balles en caoutchouc et du gaz lacrymo. C'est aussi à ce moment précis que les Black Blocs ont commencé à casser les vitrines. Ils voulaient faire l'événement, qu'on parle d'eux dans les médias, infliger des dégâts, c'est sûr. Mais en vérité, la police a tiré la première. Comment c'est possible des tanks dans des rues américaines ? Dans les jours qui suivent, Norm Stamper, aux côtés du maire de Seattle, doit justifier ses décisions face à la presse. The bulk of the protesters were nonviolent. But if you rubber bullets on armed protesters, we're doing what it takes to protect the citizens of this community. I'm asking you whether you're using rubber bullets I'll let the chief. We are using a variety of non-lethal weapons. Okay. Can you answer the question? Are you using rubber bullets? I'm not going to explain to you the specific tactics. Can rubber bullets poke out eyes? Any weapon can potentially cause grave injury. The police was using tear gas and rubber bullets. Wasn't that an early reaction, an overreaction? I don't believe it was an early reaction or an overreaction. I think by that time, 11 o'clock this morning, we had demonstrators who were rushing police lines, who were in fact engaged in destructive behavior. Can I just say, I was there and the demonstrators were seated and chanting. They were seated. They weren't rushing. They were seated. That was the last question. Quand vous avez dit ça, vous croyez vraiment à ce que vous disiez ?
Absolument. Je crois que je suis quelqu'un d'honnête. Le problème, c'est quand vous vous mentez à vous-même. Je me suis raconté un gros mensonge. Et je l'ai nourri, année après année, pendant les 34 ans de ma carrière dans la police. C'est puissant comme truc. Je dois tellement à cet homme. Il a percé mes défenses. Ce vendredi matin, au milieu de cette pluie battante, j'ai déconné. Vraiment. Si on avait eu l'intention d'enflammer les passions et de provoquer des attaques contre la police et nos magasins, on n'aurait pas fait autrement. Vous avez compris ça tout de suite ou ça vous a pris un certain temps? Ça m'a pris 5 ans. J'apprends lentement. Depuis, Norm Stamper est devenu un penseur de la réforme de la police. Il a décidé de cesser d'obéir et de dire ce que les policiers n'ont pas le droit de dire. Pourquoi est-ce que nous gazons des citoyens non menaçants et non violents? Pourquoi on fait ça? On dit que nous sommes les experts. Non, c'est pas vrai. Mais alors vraiment pas. En France, la police anti-émeute est très fière d'avoir compté si peu de morts dans son histoire. Votre première partie sur les manœuvres... Un modèle longtemps exporté à l'étranger. Pour les besoins de leur entraînement, certains policiers jouent le rôle des gilets jaunes. Ou plutôt, comment ils les perçoivent derrière la visière de leur casque. Chef de groupe, êtes-vous prêts? Pour l'instant, pour un mot offensif, à vos commandements! Salut la gomme! Pas du pied! Égoïste! Ça crie pas! Sneaker! Allez, criez les gars! On sait pas quoi maintenant! Je m'appelle Éric Davoine, je suis commandant de CRS et j'exerce la fonction de directeur du centre de formation des CRS qui est spécialisé dans le maintien de l'ordre. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de violence dans les manifestations aujourd'hui, de la part des manifestants? Alors sur des épisodes qu'on a pu connaître, oui. Alors, on était vraiment sur un déchaînement des passions, une violence partagée. On n'avait jamais vu ça. Dans les années 70, il y a eu des manifestations d'une violence extraordinaire. Oui. Je pense à la manifestation du 21 juin 1973. Une avant-garde de quelques 200 gauchistes attaque au cocktail Molotov les barrages des forces de police. Bilan 73 policiers blessés, dont 16 hospitalisés. Un nombre indéterminé dans l'autre camp qui a emporté ces blessés. C'est un niveau de violence qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'est 50 rangs casqués, armés, cocktail Molotov. Mais la complexité d'aujourd'hui, alors à l'époque, d'abord, il y a une très forte idéologie. Hein. Si vous regardez bien, ce sont des jeunes casqués, ils ont tous le même profil. C'est très simple. C'était prévisible, c'était des affrontements, si vous regardez bien, qui sont frontaux. Les policiers ont également saisi des matraques, des cocktails Molotov et 6 personnes interpellées. Bien sûr que le mouvement de 1973, c'est extrêmement violent, c'est impressionnant. Mais tout compte fait, ça peut se gérer, parce qu'il y a une lisibilité de l'adversaire. Excusez-moi, ça n'a pas été géré du tout. Non, je sais. Les lignes policières, ils sont arrivés devant le meeting dans Renouveau, il n'y a pas eu de mort par miracle. Ça n'a pas été géré du tout. Ah ouais. Oui, mais aujourd'hui, bizarrement, on serait capable de le gérer, je pense. Aujourd'hui, c'est violent, c'est très violent, et c'est illisible. Avec des gens qui sont complètement différents. Donc,
Vous avez à l'intérieur de la manif des gens radicalisés, des gens qui sont passifs, qui vont s'opposer. La foule a changé. Avant, elle était revendicative, pétrie d'idéologie. Il y avait des codes. Cela revient sans cesse chez les policiers en France. La nostalgie des grandes manifestations syndicales. Mais il y a de moins en moins d'ouvriers. Les catégories socioprofessionnelles qui manifestent aujourd'hui sont plus du tout des ouvriers d'industrie, en grande partie parce que il n'y a plus vraiment d'emploi industriel en France. Voilà ce qui s'est passé ces 50 dernières années. Les usines ont massivement fermé. Les gens se sont retrouvés seuls, précarisés. Les bataillons ouvriers disciplinés ont laissé place à une foule de colère solitaire. Elle est là, la France Travail! Fais tout pour nous donner du boulot! Le seul remerciement qu'on a, c'est les CRS! C'est les CRS! J'ai le souvenir de mes premières missions en CRS, dans mes premières années de CRS, où on est à Nanterre pour un procès de l'entreprise Continentale qui est poursuivie par les salariés parce que l'usine ferme pour délocaliser. Et vous avez des gens de 50 ans qui ont les larmes aux yeux, qui n'ont rien d'autre que la force publique en face d'eux. C'était quoi qu'on ferme demain? Mais on ferme aujourd'hui. Alors pourquoi on ne nous laisse pas notre chance? On est vraiment en bout de chaîne des dégâts d'une société. Nous, en tant que policiers, on n'a pas forcément conscience. La casse sociale, les délocalisations, la répartition des richesses, le taux de pauvreté, la précarité, c'est lié à des choix politiques. La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Que restait-il des manifestations syndicales en France en 2022? Les manifs paisibles et bien encadrés. Le 5 octobre 2021, à Paris, les syndicats défilaient pour les retraites. Et ils avaient eu bien du mal à obtenir une autorisation. Force ouvrière reproche avec d'autres à la préfecture de police de Paris le refus de l'itinéraire demandé pour la manifestation du 5 octobre à Paris contre cette réforme de l'assurance chômage et contre la réforme des retraites. Mais aussi la CGT, FSU Solidaire et le syndicat étudiant UNEF parlent d'une entrave au droit de manifester. Depuis que le préfet Lallemand est arrivé sur Paris, c'est des refus. On ne veut pas que vous passiez par-ci, on ne veut pas que vous passiez par-là, on ne veut pas que vous approchiez les lieux de pouvoir. Donc on est vraiment sur des restrictions du droit à manifester. Et encore aujourd'hui, la manifestation est totalement encadrée par les forces de l'ordre, où on ne peut même pas aller sur les trottoirs. Donc à chaque fois, ça met des moments de tension. Ça peut amener des échauffourées. La police de Paris était désormais dirigée par le préfet Didier Lallemand. Il avait remplacé Delpech et vaincu les Gilets jaunes. Devant les parlementaires français, il expose sa nouvelle stratégie. Alors c'est vrai que dans nos dispositifs d'accompagnement, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en début de cortège et en queue de cortège les fonctionnaires ou les militaires au plus près du cortège, de manière à garantir sur les manifestations déclarées aux gens qui viennent pacifiquement que ne s'infiltreront pas des casseurs. Ce que décrit le préfet Lallemand, c'est une nasse mobile, une mise sous contrôle étroite des manifestants. Alors, on essaye de ne pas être trop près, parce qu'il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'on met de la pression, parce que c'est pas ça. Mais on ne peut pas être trop loin, parce qu'on sait que si on crée un trop grand espace, là, on est à peu près sûr que vont s'engouffrer là-dedans des gens malfaisants. Donc, en quelque sorte, on fait le service d'ordre des manifestations telles qu'il se produisait précédemment, en ces temps anciens. Le préfet de police remplace donc les services d'ordre syndicaux d'antan, mais avec des militaires, dont 1 sur 5 porte un fusil d'assaut bien visible sur le dos.
Arrêtez de manifester! Pensez-y! Pensez-y! Notre liberté, elle est là! On lâchera rien! On lâchera rien! Cela fait 50 ans que la police ne cesse de se rapprocher des manifestants, de les encadrer, de les canaliser. En allemand, ça s'appelle la cage. En anglais, la bouilloire. Donc aujourd'hui, les NAS, c'est employé à très grande échelle. Effectivement, vous avez des manifestations qui constituent des NAS mobiles, où à partir du moment où vous pénétrez dans le cortège, vous n'avez plus l'autorisation d'en sortir. Nous, ce sont des ordres qu'on a. Voilà, les gens qui sont dans le cortège, ils sortent pas. Mais je suis pas certain que ce soit légal. La NAS, je trouve que c'est une horrible tactique. Je sais pourquoi les policiers l'utilisent. Nous avons utilisé tout ce gaz à cause d'une menace, à cause d'une provocation. C'est le prétexte que la foule nous a donné. Et comment vous justifiez tout ça? Souvent par des arrestations. Les deux, on prend les deux. Comment on va faire des arrestations de masse? On va vous nasser, et puis on va commencer à vous cueillir un par un. Laurent Bigot sillonne chaque manifestation. Il n'oublie jamais qu'il a eu à diriger ces hommes casqués auxquels il fait face aujourd'hui. Oui, j'ai aimé les flics, et ils m'aimaient. Ils sont au contact du côté obscur de l'être humain toute la journée. C'est ça leur métier, en fait, c'est de faire l'interface entre la lumière et l'ombre. C'est un métier qui abîme. J'ai vu beaucoup de policiers et de gendarmes abîmés, mais abîmés parce que personne ne s'occupe d'eux, en fait. Ils n'ont pas de reconnaissance, ils le savent que dans leur métier, ils en auront quasiment jamais. Reculez, vous voyez, article 434-14 du code de déontologie. Parce que ça provoque ce genre de blocage, ça provoque des énervements, c'est tout ce que ça fait. Ben non, mais ceux qui les commandent les mettent en difficulté, c'est ça qui est terrible. Ces manœuvres, elles servent à rien. Elles servent à rien, ces manœuvres. En plus, il les faut reculer. Vous avez vu le sketch que c'est? Ils voient pas les obstacles et tout ça. Et quand ça s'énerve, s'il y en a un au sol, ben, il prend des coups. Voilà, c'est tout. Ils sont commandés par des gens qui les mettent en danger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Depuis le mouvement des Gilets jaunes, toutes les blessures graves, toutes les images choquantes, c'est qu'il y a du contact. On se calme! Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et les sommations? Ils chargent dans la NAS. Donc en plus, ça crée un mouvement de panique hallucinant. On voit bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. On ne comprend pas le sens de la manœuvre. Et la dernière fois, ils ont chargé pour saisir une banderole. Ça a mis Le cortège était très calme. Et ils ont fait une charge très violente où tous ceux qui passaient à portée de matraque en ont pris. Ça a énervé tout le monde et ça a fait d'ailleurs dégénérer la manif. Et donc je suis allé voir le commissaire. Ça m'arrive quand il y a des charges qui ne sont pas du tout justifiées en termes d'objectifs de maintien de l'ordre. Vous avez attrapé la banderole, bien sûr, c'est une infraction d'avoir une banderole. Est-ce que c'est une infraction d'avoir une banderole, commissaire? De la violence pour une banderole et vous êtes fier de votre trophée?
C'est un métier très difficile, qui alimente aussi le réservoir des frustrations. Donc quand vous avez des policiers qui sont frustrés, qui ont peut-être une propension à la violence, etc. Et donc quand ça se regroupe au sein d'unités qui ont du pouvoir et qui peuvent employer de la force, si la hiérarchie ne cadre pas leur exercice, eh ben ça dérive, quoi. Je n'avais pas l'intention d'être flic. Et quand j'en suis devenu un, je me suis dit que je serais différent. Je serais sensible et compassionnel et juste. Ces bonnes intentions duraient à peine 5 minutes. J'étais englouti par l'une des cultures professionnelles les plus puissantes de la planète. Cette culture policière, elle va provoquer un événement qui va déclencher les plus grandes manifestations de l'histoire des États-Unis. Quand vous voyez des officiers de police agir impulsivement, quand vous les voyez sortir de leur voiture en hurlant pour forcer quelqu'un à leur obéir, vous voyez de la peur pure, instinctive, primitive. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez peur? Vous faites tout ce que vous pouvez pour vous protéger. Alors que ce que vous devriez faire, c'est vous calmer. Mais voici un sale petit secret. Les flics aiment l'action. George Floyd va mourir. Et sa mort est filmée par le téléphone portable d'une adolescente. On n'avait jamais vu un meurtre commis par un policier de manière aussi claire. Tout le pays était outré. Un Américain sur 5 descend dans la rue. Comme le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas de chef et pas d'organisation. Il y a eu une grande nouveauté concernant les manifestants. On a tous remarqué le nombre important de blancs dans la rue. Des familles de toutes les origines dans les rues, parce que ça aurait pu être leur enfant à eux. Le fossé entre les riches et les pauvres, les questions d'égalité et de justice sociale, tout cela a été mis en relief. L'émotion est telle qu'elle gagne même des membres des forces de l'ordre. Certains manifestants plus radicaux demandent à ce que la police bénéficie de moins d'argent public. Defund the police devient un cri de ralliement. On a beaucoup entendu parler de réduire le financement de la police, de la démanteler. Mais au fond, ce qui est recherché, c'est un vrai partenariat. Si nous sommes intelligents, nous nous saisissons du moment et nous ouvrons un débat autour de la meilleure manière de maintenir l'ordre. Mais 3 jours après la mort de George Floyd, la situation commence à dégénérer. La police a fait la même chose que nous en 1999.
Et on a eu les mêmes résultats. Third precinct is up in flames. Wait a minute. Attendez, Didn't we learn this on n'a rien lesson appris il y a 20 ans? 20 years ago? Le lendemain, alors que les émeutes ont éclaté partout, la Maison-Blanche organise une conférence téléphonique de crise. Le président Trump a réuni son ministre de la Défense, son ministre de la Justice et les gouverneurs des États américains. You have to dominate. If you don't dominate, you're wasting your time. You have to arrest people and you have to go to jail for long periods of time. They have to be taken off the streets and arrested and processed. The structure we're going to use is the Joint Terrorist Task Force. À Portland, des citoyens filment des policiers antiterroristes masqués dans des véhicules banalisés. Ils tournent dans la ville et emportent certains manifestants. Just snatching random people. What the fuck? What's your name? Tell us your name. We got you, friend. We got you. Oh, fuck. You just violated their rights. We need to dominate the battle space. I think the sooner that you mass and dominate the battle space, the quicker this dissipates and we can get back to the right normal. Au milieu de cette conférence guerrière, un gouverneur, un seul, finira par faire entendre une autre voix. I've been extraordinarily concerned about the rhetoric that's been used by you. Inflammatory, and it's not okay. We have to call for calm. We have to have police reform called for. People are feeling real pain out there. That will help us to bring order. Okay, well, thank you very much, JP. I don't like your rhetoric much either, but that's okay. You know, we don't agree with each other. So we need law and order. Thank you to all of us. The call has concluded. You may disconnect. Aux États-Unis, comme en Europe, les manifestations débordent et deviennent difficiles à comprendre avec un logiciel du XXe siècle. So we've been very strong on law enforcement. We'll be doing things that you'll be, I think, very impressed with. Numbers are going to be coming down even if we have to go in and take over cities because we can't let that happen. That's worse than Afghanistan, I hate to say it. That's worse than any war zone that we're in by a lot. Des experts américains, payés pour imaginer l'avenir, ont prédit de nouvelles révoltes. En 2018, un document confidentiel du Pentagone dessine un scénario d'insurrection mondiale pour 2025. Il l'appelle la Z-Bélion, l'insurrection de la génération Z. Ils écrivent « Cette génération est vidéo-intensive. Elle filme tout. Et elle s'organise à travers les réseaux sociaux. Pour ces jeunes, le système est truqué. La Z-Bélion s'attaque aux grosses entreprises et aux institutions financières. En Europe, les autorités ont aussi identifié ce nouveau spectre. Ici, on l'appelle le Black Bloc. Notre ambition est aussi vouée à enrichir chaque jour les plus fortunés d'entre nous. On a vu ces phénomènes de Black Bloc se développer avec des théoriciens de la violence qui ciblent les forces de l'ordre, qui ciblent les symboles du capitalisme et de la société capitaliste et qui tiennent le discours, le raisonnement. Seule la violence permettra de changer les choses. Les services de renseignement, les services spécialisés savent très bien le lien qu'il y a entre les Black Blocs, l'ultra-gauche qui prône la violence et le mouvement semblable en Allemagne, en Grèce, en Italie ou ailleurs. Ce n'est pas le Black Bloc qui a cassé l'église de Lützerath.
Les bulldozers ont été envoyés par une entreprise allemande cotée en bourse, RWE, qui fait de la place pour l'exploitation du charbon. Les jeunes militants du climat de Ende Gelände ont fait de cette mine leur principal ennemi. Je m'appelle Rai, je suis activiste pour le climat. Lützerath est l'un des villages que nous défendons actuellement contre l'entreprise RWE. Ils risquent d'être évacués et détruits pour que leurs pelleteuses puissent accéder au charbon. Und halten sich von der Abbruchplatte fern und begeben sich in äußerste Lebensgefahr. Les militants en blanc ne représentent pas un danger physique pour la police. Quant à celle-ci, elle maintient un niveau d'affrontement proportionnel. En Allemagne, on appelle ça la désescalade. Die Förderbänder stehen jetzt still und wir sagen RWE und alle Großkonzerne, gewöhnt euch dran. La police ne parvient jamais à arrêter les jeunes écologistes. Alors, en 2022, le Land de Rhénanie-Westphalie a durci la loi du maintien de l'ordre. Je m'appelle Norbert Ulrich, je suis professeur de droit public à l'école supérieure de police. J'ai conseillé le gouverneur du Land pour la nouvelle loi sur les manifestations. Et la loi cite explicitement la mine de Garzweiler. Des lieux de rassemblement qui présentent un danger important, comme c'est le cas dans la mine à ciel ouvert de Garzweiler, peuvent être interdits. Ce qui est capital, c'est le danger pour l'ordre et la sécurité du public. Au niveau des mines, ce n'était qu'un exemple dans la loi. Le problème, c'est qu'il y a une falaise abrupte. On risque de tomber. Le texte prévoit aussi de criminaliser les uniformes menaçants. Dans la même phrase, on cite l'exemple des néo-nazis et celui des combinaisons blanches des jeunes écologistes. On ne sera pas automatiquement criminalisé juste parce qu'on porte une combinaison blanche ou n'importe quel autre uniforme. Mais j'insiste, lorsqu'on sera intimidant et incitant à la violence. Je concède que cet exemple n'est pas très heureux, mais ce qui compte, c'est l'apparence, pas l'orientation politique. Ces combinaisons de peintres blanches ont un fort pouvoir symbolique, iconique. Ça sert aussi à nous protéger face à la répression policière en empêchant que des individus soient isolés et arrachés trop facilement des rassemblements. Visuellement, nous formons une unité. Nous fonctionnons comme un troupeau qui protège chacun de ses moutons. La police, elle, peut décider arbitrairement ce qu'elle juge menaçant. Certes, il existe une difficulté pratique pour la police qui doit savoir différencier les divers participants. Mais en tant que manifestant, on devrait aussi se demander à quel rassemblement on participe et quelle place on y prend. Le 30 octobre 2021, à Cologne, une manifestation est organisée contre la nouvelle loi sur les rassemblements. Le spectre est large. Il y a les fans de football, touchés par l'interdiction des uniformes. Il y a les antifascistes, en noir. Et aussi Amnesty International, inquiet d'un recul des libertés publiques. Ils sont venus tester les limites de la loi. Taper sur des tambours, par exemple, pourrait désormais être sanctionné par la justice, ainsi que la taille de certaines banderoles.
On fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on s'en fiche de ce que la police dit dans la loi sur le rassemblement, que les banderoles ne doivent pas dépasser 6 mètres de long et 1,5 mètre de haut. C'est pas possible que la police arrive et puisse dire que nos banderoles devraient avoir telle ou telle taille ou telle forme. Une banderole, en soi, ne présente jamais un danger. Elle est prohibée si quelque chose d'interdit est marqué dessus ou si elle est utilisée pour cacher des personnes. Nous savons d'expérience que c'est souvent le cas. Si des personnes commettent des infractions en allumant des fumigènes, par exemple, et que nous n'arrivons plus à les identifier, c'est interdit aussi. En plein milieu du cortège des fans de football, les policiers ont repéré une pancarte citant le nom du ministre de l'Intérieur du Land, Herbert Reul. Ils arrêtent tout le cortège. La manifestation pourrait être dispersée. Ce qui rend tout ça encore plus ridicule, c'est le contenu de la pancarte. Littéralement, il y avait écrit « Herbert Reul, tu es une bite ». La pancarte est saisie par la police et la manifestation peut repartir. Il y a vraiment une atmosphère de peur et d'intimidation. Tout le long de la manifestation, la police marche très très près de nous. À tout moment, n'importe lequel d'entre nous peut devenir une cible de la police. Et donc, tout peut arriver. Tout à l'heure, nous avions une situation où les manifestants ont allumé de la pyrotechnie, à savoir un bâton lumineux. C'est interdit. Mes collègues ont cru reconnaître l'auteur et l'ont fait sortir de la foule afin de relever son identité. Mais ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de la mauvaise personne. C'est pourquoi ils ont uniquement procédé à son identification sans arrestation. En résumé, c'était une manifestation normale. C'est un vrai problème d'être repoussé vers des lieux où on ne dérange plus personne. Si on ne peut plus être gênant, si on n'a plus le droit de déranger, alors on pourra uniquement se comporter tel que l'État et le gouvernement le souhaitent, en fonction de ce qu'ils autorisent ou non, de ce qui leur plaît ou non. Et ça, c'est plus une démocratie. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de la manifestation et de ce rituel? Qu'est-ce qu'on a décidé d'en faire? Quel sens, en fait, l'État considère que ça a? Ce qui a changé aussi ces 50 dernières années, ce sont les armes entre les mains des policiers. De plus en plus nombreuses, de plus en plus sophistiquées. Elles ont changé le visage des manifestations. On utilise des armes de guerre, on balance des armes de guerre sur des manifestants qui ne sont pas armés. Parce que les grenades des encerclements, c'est considéré comme des armes de guerre, comme le LBD. Le signal qu'on vous envoie, c'est « je suis dans un environnement hostile, vous êtes potentiellement une menace, un danger pour moi ».